Auditeur de UCAD FM 94.7, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous écoutez. Nous poursuivons notre série d'entretiens dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye en 1944. Nous avons aujourd'hui, non pas un ou une invitée, mais deux invités, Anne Cousin, deux historiens, et Martin Moore, qui vont nous donner des éléments d'information de leur perspective, et donner un peu aussi de la documentation, une manière de voir cette histoire-là selon l'angle sur lequel ils l'ont traité dans leurs différentes recherches. Anne Cousin, bonjour. Bonjour. Martin Moore, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question à vous deux, c'est sur d'abord le bilan, entre guillemets, que vous faites de la semaine d'activité dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire que nous venons de vivre. Quel regard, globalement, vous portez là-dessus? Bon, je peux dire personnellement que ça a été un moment fort, très riche, qui pour moi concrétise quelque chose, puisque j'ai des liens avec les gens de Thiaroye depuis 2012. Donc, je suis revenue en 2015, donc pour moi c'est une continuité. Et puis, effectivement, ce qu'on a entendu de la part du notre chef d'État au Sénégal, et ce qui est dit, on peut espérer que ce soit une avancée. Donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait positif, aussi bien au niveau du colloque et aussi des liens que j'ai chaque jour avec les gens de Thiaroye. Martin Moore. Moi, je dirais que ça a été un bilan extrêmement positif, quelques jours qui ont été très riches, donc qui ont aussi commencé en France début novembre, à Morlaix. Il y a eu une série de commémorations. Donc Morlaix est la ville d'où sont partis les tirailleurs le 5 novembre. Il y a eu des commémorations qui ont eu lieu à cette date. On a eu là, pendant quelques jours, cette grande cérémonie organisée dans le camp même de Thiaroye, avec 5 chefs d'État africains. Donc ça, c'était quelque chose quand même de très fort. On a eu le lendemain et le surlendemain 2 jours de colloque, à la fois à l'université Cheikh Anta Diop ici même et à Thiaroye, donc au plus près des populations concernées, je dirais, par cette histoire. Il y a encore des choses qui se passent à Thiaroye pendant plusieurs jours. Donc voilà, on a une profusion d'initiatives qui sont extrêmement réjouissantes, à la fois tant sur le plan commémoratif, sur le plan mémoriel et évidemment sur le plan plus historique de recherche d'une vérité. Est-ce que vous avez abordé cette période de commémoration des activités avec des attentes spécifiques, de questions que vous auriez souhaité être abordées pendant cette... Comment est-ce que vous avez abordé avant de venir vos attentes et comment est-ce que ces attentes-là ont été prises en charge ou non? Alors, de mon point de vue, moi, j'ai été co-organisateur de ce colloque, donc j'ai essayé surtout de me concentrer sur ça, qu'on ait un maximum de communication scientifique de qualité, ce qui j'espère a été le cas. Le colloque a pu être filmé, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube de l'UCAD. Au niveau politique, moi j'ai été surpris en fait par l'ampleur que ça prenait, principalement côté sénégalais, un petit peu côté français, on va en reparler je pense. Pas spécialement d'attente, plutôt une grande curiosité et je dirais une façon dont ces questions mémorielles sont aujourd'hui traitées par ce nouveau gouvernement dont pour le coup effectivement il y a beaucoup d'attentes de manière plus générale, et sur les questions mémorielles il me semble que pour l'instant les annonces ont été au rendez-vous. Vous, oui, ce que je peux dire, c'est qu'au travers de ce que Martin rappelait, effectivement, nous avons fait des commémorations à Morlaix entre le 1er novembre et le 5 novembre, qui ont été des moments très très forts. Et ce qui est ressorti d'une table ronde que nous avons organisée avec nos amis sénégalais, c'est que nous avions des interactions et que c'était envisager la suite qui était important, et d'étudier ce qui nous réunit. Il y a aussi une parole que je peux reprendre. En fait, ce qu'ils nous ont dit un petit peu, c'est que notre parole n'a pas résonné.
les gens de Tiaroy ont dit ça. Donc on peut espérer que maintenant elle résonne, cette parole-là. Alors nous allons, je vous propose d'aborder des questions qui sont liées spécifiquement à vos centres d'intérêt par rapport à ce sujet, sur les tirailleurs d'abord en France, leur vie là-bas, puisqu'on les aborde que souvent sous l'angle de combattants, démobilisés, tués, des droits qui ne sont pas respectés, mais il y a une vie de tirailleurs en France, des gens qui se sont occupés d'eux. Je ne sais pas ce que vous pouvez généralement dire sur ce sujet précis, les tirailleurs en France, dans leur vie de tous les jours. Parce il y avait une vingtaine de Frontstalag en France. Donc, on peut, oui. Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? Non, c'est en dehors même des prisons. La vie dans les... La vie, leur prise en charge par des familles, par des marraines ou autres, voilà. Moi, je pense que la vie dans chaque Frontstalag était un peu différente. Tout dépendait. Je pense qu'il y avait des endroits où ils étaient un peu plus alimentés, où on a pris peut-être plus soin d'eux, où il y avait aussi des endroits où ils pouvaient sortir et souvent ils allaient travailler à droite et à gauche. Alors oui, bien sûr, il y a eu des marraines de guerre. C'est une structure qui s'est créée en 1915 parce que on s'est aperçu que la condition des prisonniers, qu'ils soient français ou tirailleurs sénégalais, était plus que déficiente. Donc c'est quelque chose qui s'est poursuivi après avec les associations souvent catholiques, mais aussi il y a eu d'autres associations qui se sont greffées là-dessus. Donc ce sont des démarches qui se font avec des envois de colis, de lettres, où en fait il y a une caractéristique assez familiale qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y a des tirailleurs sénégalais qui finissent par appeler les mamans, les femmes mamans, qui s'inquiètent comme s'ils faisaient partie de la famille, de l'état de santé du tonton, etc. Donc ils rentrent un petit peu dans la famille quelque part. Ce que je peux préciser, moi, c'est que je me suis particulièrement intéressée à un tirailleur sénégalais qui était prisonnier, particulièrement dans un camp, le camp d'Auvour, dans la Sarthe, dont les marraines de guerre étaient Monique et Colette Buron. Donc il y avait des échanges de courriers, des envois de colis, de nourriture, mais aussi de choses tricotées, etc. Et donc les marraines, les deux sœurs, ont eu la surprise de voir ce monsieur Badine Dao arriver en gare de Morlaix le 26 octobre 1944 avec les 2000 autres prisonniers. Matémour, comment se fait-il que dans le récit, dans l'historiographie, cet aspect de la question des tirailleurs qui met en avant finalement leur côté homme, que ce n'est pas des numéros de matricule, comment se fait-il que cette partie, cette dimension de l'histoire n'est pas bien connue, bien qu'il y ait des recherches, que des gens qui se sont intéressés là-dessus? Alors c'est vrai que là on touche un point qui est vraiment entre l'historiographie et la fiction. Et la fiction a beaucoup travaillé ce genre de portrait. Je pense au film d'Ousmane Sembène notamment, aux travaux de Boris Boubacar Diop, Ndioga Ibey, où on voit en fait, on voit des noms, des prénoms, on voit des destins qui s'incarnent. Du point de vue historiographique, je pense que cette question des prisonniers de guerre en France même, c'est quelque chose d'assez, comme Tiaroy est exceptionnel dans l'histoire de tous les tirailleurs. Cette séquence est aussi assez exceptionnelle. On ne l'a pas pendant la Première Guerre mondiale, on ne l'aura pas par la suite. Donc c'est quasiment 70 000
prisonniers indigènes, comme on disait à l'époque, qui sont faits prisonniers en 1940. Il en reste presque 15 000 en 1944, principalement sur le territoire français. Donc, je rappelle, parce que les nazis ne voulaient pas de Noirs sur le sol allemand par crainte de contamination raciale, de contagion raciale. Et en fait, pendant ces 4 années, va se tisser toute une série de liens avec la population. On voit en fait cet enjeu entre des réactions un peu partout sur le territoire métropolitain de solidarité à travers les marines de guerre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pu s'évader, alors soit qui ont participé, de tirailleurs, qui ont pu participer à des réseaux, voire à des maquis. Adiba, le Guinéen Adiba étant l'un des plus fameux dans les Vosges, mais c'est aussi le cas d'Antoine Abibou, et ça c'est donc il y a un parcours assez exceptionnel, et c'est des choses très peu documentées. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu en fait de connaissance très clairement aujourd'hui, de retracer un petit peu la participation coloniale à la résistance intérieure au sein même du territoire métropolitain. Il y a le débarquement de Provence à l'été 1944 qui est relativement connu, mais cette résistance intérieure est moins connue. Et c'est un des enjeux, j'espère, et un champ peut-être historiographique qui est amené à se développer. On est avec Florian Bobin, historien ici. Je ne sais pas si chaque fois que tu as besoin de poser une question pour rebondir sur une réponse, je ne sais pas si tu as quelque chose sur cette dimension-là des tirailleurs en France, de leur vie et de leur participation à la résistance qui n'est pas aussi connue que l'histoire, l'aspect tragique de la situation. Je ne sais pas si tu as un commentaire ou une question pour... Je pense que peut-être la question que j'aurai après, ce sera sur décembre 44 et sa suite. Mais en tout cas, non, sur la question des tirailleurs, c'est vrai que c'est très intéressant. Si on remonte, il y a la figure des tirailleurs dans l'entre-deux-guerres qui ont aussi contribué à la dénonciation du statu quo colonial, mais ça, on divague un peu, donc je te laisse continuer et puis on reviendra. Oui, Martin. Peut-être juste ajouter sur la question de la figure du tirailleur, ça me semble important de le dire. En fait, il y a vraiment une construction des représentations en métropole même sur cette figure, une histoire du racisme. Et c'est des choses qu'on pense de plus en plus, le racisme comme une composante structurelle, systémique, mais aussi historique. Et on n'est pas raciste de la même manière à la fin du 19e siècle, en 1920 au lendemain de la Première Guerre mondiale, ou en 1940. On n'est pas raciste de la même manière en France ou en Afrique. Et cette figure du tirailleur, en fait, elle a été construite autour de plusieurs axes, mais notamment la question d'une espèce de sauvagerie, et ça c'est cette image qui est très largement renvoyée à la fin du 19e siècle, pendant la conquête coloniale, pendant la Première Guerre mondiale, à la fois par des caricatures de presse française et allemande, et en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on va avoir l'occupation de la Sarre et de la Rhénanie en Allemagne par les troupes coloniales, où va se poser une campagne de presse de la part de l'armée allemande et puis de la société allemande, connue sous le terme de la honte noire, où on va accuser ces tirailleurs de viol, d'exaction contre les populations. Et ce qui est intéressant, c'est que la presse allemande va mobiliser les sociétés européennes et occidentales aux États-Unis en ayant comme argument de dire que c'est pas normal que les Français utilisent des tirailleurs sur le sol européen. Je rappelle que la différenciation de l'armée française, c'est qu'elle utilise des Africains sur le sol européen, à la différence des autres nations. Et à cette campagne de racisme exacerbé, les autorités françaises vont réagir en vantant la mission civilisatrice et en promouvant cette image d'un tirailleur banania, d'un tirailleur grand enfant. En 1940, au moment des combats qui ont lieu en mai-juin pendant la campagne de France, l'armée allemande, qui a toujours en tête cette campagne de la honte noire, va procéder à des massacres de masse, le plus connu étant celui de Chasselet. On estime qu'il y a eu entre 1500 et 3000 tirailleurs qui ont été exécutés sauvagement de la part de la Wehrmacht. Et voilà, je pense que ce contexte, plus généralement ce contexte extrême
de la Seconde Guerre mondiale, à destination en particulier des troupes coloniales. C'est des choses qui vont aussi se répercuter pendant ce qu'on appelle, ce qui est une sortie de guerre, ce qui est Tiaroy. On s'intéresse souvent aux entrées en guerre, moins aux sorties de guerre, et c'est intéressant aussi de penser comment se traduit cette violence extrême en décembre 1944. Florian? Alors, Anne Cousin, vous êtes l'auteur d'un livre, Le tour tragique des troupes coloniales, Dakar-Morlaix 1944. Dans votre travail de recherche, vous avez été dans les archives et tout. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Parce qu'on parle souvent d'archives falsifiées, d'archives manquantes, cachées. Dans le processus d'écriture, de recherche, d'écriture de ce livre-là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quelle est, on va dire, l'importance des documents que vous avez dans cet ouvrage-là, auquel vous avez eu accès? Effectivement, j'ai quand même mis 7 ans à l'écrire, parce que je ne trouvais rien. Donc, rien, pas grand-chose. Donc, c'est le temps passant. Après, il y a des cartons qui s'ouvrent. Particulièrement, oui, j'ai eu un peu plus de chance vers la fin avec les archives de Vincennes de la gendarmerie qui m'ont donné des indications. Falsifié, je peux pas dire que dans les documents que j'ai trouvés, je peux pas l'affirmer. On lit les rapports des gradés qui encadraient les tirailleurs sénégalais à Morlaix. Après, c'est juste ou ce n'est pas juste, c'est exact ou c'est inexact, c'est pas à moi d'en juger. Ceci dit, après, moi, je me suis quand même beaucoup attachée en parallèle à rencontrer des témoins, c'est-à-dire des gens qui les ont vus, qui les ont accueillis. Donc, ça aussi, ça nous renseigne un petit peu sur l'état d'esprit et des familles, et puis aussi de l'État, des tirailleurs sénégalais, qui étaient quand même assez fatigués moralement et physiquement. Quand je dis moralement, c'est même un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'à Morlaix, il y a des tensions qui effectivement s'exercent. Puisqu'il y a des disparités entre ceux qui arrivent de Versailles et puis ceux qui arrivent de d'autres Frostalag. Voilà. Martin Moore, il y a dans cette recherche, on va dire, de la vérité sur la question de Tiaroy, on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup des archives qui manquent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire un pas, arriver à la vérité sur ce qui s'est passé et sur tout ce qui entoure un peu la recherche sur ce sujet-là? Alors, je rejoins Anne Cousin. Tiaroy est un dossier quand même assez complexe et voilà, qui nécessite aussi un travail de longue haleine. Moi, j'ai produit une thèse dessus, donc ça a duré aussi plusieurs années. Sur les archives, plus concrètement, à titre d'exemple, je citerai au moins 4 types d'archives, 4 fonds qui sont quand même incontournables à mon avis, ce qu'on trouve aux Archives nationales du Sénégal, qui sont en gros les archives politiques du gouvernorat général. En France, on a les archives politiques qui sont celles des Archives nationales d'outre-mer, où là on a des rapports qui sont produits immédiatement après, le rapport MERA, qui est un document aussi assez important. On a les archives, qui pour moi un peu signe la falsification des documents. Donc quand je dis falsification, c'est qu'on se met à produire des faux documents. Ça, c'est ce que je pense. Je suis d'ailleurs pas le seul à penser ça. Mais on se met à produire des faux documents parce qu'on essaye de couvrir un crime qu'on vient de commettre. Donc ça, c'est le fait des officiers généraux, avec des complicités ou pas. Ça, c'est encore un élément qui manque, justement. Le dossier le plus important est un dossier qui se trouve au service historique de la défense, qui est la cote 5H16, où on a tous ces où on a tous ces rapports d'officiers.
À titre d'exemple, pour illustrer aussi cette question de falsification, on a par exemple 2 rapports du même général de division, le rapport d'Agnan, qui se trouve à la fois aux ANOM, donc aux Archives nationales d'outre-mer politiques à Aix-en-Provence, et à Vincennes, au service du historique de la Défense, où c'est là où il va parler une fois de 35 morts, une fois de 70 morts. Et c'est le seul élément qui change sur un rapport de 12 pages. Donc on imagine que ça a été copié, pas forcément par lui, mais on n'imagine pas que ce soit une erreur du copiste. Sur ce point précis, ce serait quand même une coïncidence trop inouïe. On a un autre élément qui est absolument central aussi dans la démonstration de cette falsification, ce sont les fameux 400 tirailleurs manquants à Casablanca, qui descendraient à Casablanca, qui ne remonteraient pas dans les bateaux entre la Bretagne et Dakar lors de cette escale, dont on ne comprend pas pourquoi ils voudraient ne pas remonter et ne pas rejoindre leur foyer. Et surtout, on a le chef d'escadron, donc l'officier qui les accompagne sur le bateau, qui dit que tout se passe bien à cette escale. On a d'autres éléments, d'autres imprécisions, contradictions sur le nombre de tirailleurs présents au camp ce matin-là, 1200, 1280, 1300, voilà. Donc la démonstration qu'on est plusieurs à faire, c'est que cette escale de Casablanca, elle sert aussi à diminuer le nombre total de victimes, et qui serait de l'ordre peut-être de 3 à 400. Et quelqu'un disait dans ce colloque, en fait, entre le chiffre de 35 et le chiffre de 3 à 400, on est dans un rapport d'1 à 10 qu'on trouve très souvent dans des massacres coloniaux. Je pense qu'il y a une spécificité aussi, une colonialité du massacre, si on peut dire ça. Et également, voilà, moi c'est ce que j'appelle un crime de papier, c'est-à-dire qu'on peut mentir aisément, impunément. Je pense que l'impunité est centrale dans la construction de ce mensonge. C'est que de toute manière, on sait qu'on sera couvert, et c'est ce qui s'est passé. Une des questions qui est encore aujourd'hui centrale, c'est celle de la chaîne de commandement, c'est celle de savoir si Paris a été averti en amont. Ça, moi je dirais que non, mais c'est sûr qu'en aval, Paris a couvert le crime. Voilà, ça on peut l'affirmer avec certitude. Donc les éléments qui sont clairement manquants sont ceux, ça c'est des choses un peu connues, mais je le redis, c'est celle des listes nominatives des tirailleurs présents au camp, c'est celle du nombre de victimes exact, c'est celle de leur lieu d'inhumation, et ça participe en fait à masquer la violence de ce crime, c'est-à-dire que ces tirailleurs n'ont pas de nom. On sait que ce sont des chiffres, ce sont des morts comme ça, mais qui n'ont pas de nom, pas d'identité. Donc maintenant, on se pose la question de savoir s'il y a des archives qui nous renseigneraient là-dessus. Une commission d'historiens et d'archivistes sénégalais s'est rendue en France il y a une quinzaine de jours. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut continuer à investiguer sans que j'ai d'éléments non plus précis là-dessus. Vous avez tiré tout à l'heure un bilan positif des activités de commémoration de cette semaine-là. En quoi cette semaine, ces activités, ce colloque, les prises de parole peuvent aider à justement aller plus loin dans la recherche d'archives pour que, de part et d'autre, on puisse construire un pont, une sorte de mémoire croisée, de mémoire plurielle sur cette question-là. En quoi ces activités, le succès, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on on aille plus loin, parce qu'il y a des choses qui manquent. Oui, bien sûr, j'ai envie de dire d'une manière très banale, travailler. Continuer à travailler. Bon, évidemment, il y a la question des archives, quelle disponibilité il y en aura, comment elles vont être consultables. Ceci dit, hier, j'étais à Rufisque, où les proviseurs des 3 lycées ont organisé une rencontre pour les lycéens, qui était d'une richesse vraiment très importante, avec des professeurs, historiens, journalistes, qui aussi témoignent soit de leur grand-père, soit aussi le journaliste, qui est quelqu'un d'un peu âgé, enfin pas tant que ça, mais un peu, qui a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de vieux, et qui ont raconté des histoires.
Évidemment, un témoignage, ce n'est pas une preuve, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas à négliger. Donc, il y aura effectivement peut-être... Nous, on a envie, par rapport au lien que nous avons avec le groupe Tiaroy 44 et Morlaix, on va recueillir le travail de ces 3 professeurs, historiens, etc., pour voir... ce qu'on peut faire avec ces témoignages-là. Et puis, pourquoi pas essayer de trouver un jour dans les archives ce qui est raconté, quoi. Martin Moore, on a eu des discours officiels. Dimanche dernier, à Tiaroy, le ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, le président de la République, le président sénégalais, il y a peut-être un décalage dans les contenus, le niveau d'engagement ou le niveau dans la quête de cette vérité-là. D'abord, quelle analyse faites-vous des 2 discours sur ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, et qui est aussi la voix du président français et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, sur les discours en ce qui concerne l'état des lieux et puis la recherche de la vérité sur la question. Alors c'est ça qui est jamais évident avec ces discours politiques, avec la question de la mémoire, c'est qu'elle se lie toujours au présent, hein. Donc il y a un contexte actuel. Je pense qu'il y a de manière générale entre le gouvernement français et différents gouvernements ouest-africains, un changement de rapport de force, à un niveau général. Juste petite incise, mais le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a aussi évoqué la question des bases militaires dans le même discours, donc ça c'est quand même un fait extrêmement notable. Il y a quelque part un changement de rapport de force mémoriel, il me semble. Je pense qu'on est dans un contexte sénégalais qui affirme une souveraineté, donc c'est sur ces enjeux-là, sur la question d'une lecture africaine de l'histoire. On est sur un contexte français qui est celui d'une décomposition du champ politique. À l'heure où je vous parle, le gouvernement est démissionnaire depuis avant-hier. On a à l'extrême droite qui a un tiers de députés. Donc ça, ce sont à mon avis des éléments à prendre en compte. Le discours, les 2 discours qu'on a eus étaient pour moi extrêmement différents, extrêmement intéressants à analyser. J'ai trouvé que le discours de Faye du président Faye était vraiment à la hauteur, tant du point de vue des faits historiques, de l'état des recherches, tant du point de vue de la question de cette souveraineté mémorielle et de cette souveraineté panafricaine, ça c'est important. Il y a eu plusieurs annonces sur la nécessité de créer un centre de recherche, de documentation, sur la nécessité de topographier l'espace public, en inscrivant des noms, le nom de Tiaroy, peut-être le nom de tirailleurs dans l'espace public, à travers des places, des rues, etc. Cette nécessité d'avoir un programme d'enseignement à destination de tous les niveaux, voilà, et aussi aussi vis-à-vis de la France, qui était un discours plutôt de l'ordre de la main tendue. Je pense que ça, c'est important aussi à avoir en tête, c'est que la mémoire est quelque chose de dialogique. On ne peut pas se souvenir tout seul, forcément, et dans un contexte comme ça, on se souvient à 2, en fait. Et si des choses sont demandées, des choses de l'ordre... de l'ordre factuel, de l'ordre de la vérité historique, ça c'est ce qu'on disait, mais aussi plutôt de l'ordre du symbolique. C'est des choses où la balle est maintenant dans le camp français. Le discours du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, alors ça succédait à cette annonce qui avait été faite 3 jours plus tard, où le président Faye disait qu'il avait reçu une lettre du président Macron disant qu'il reconnaissait le mot massacre. Donc, il y a un côté un peu
quelque part un peu surréaliste, parce que tout le monde sait au Sénégal que c'est un massacre. Donc il n'y a rien de... Et puis bon, on a l'impression que la diplomatie française fait un petit pas comme ça en reconnaissant ce mot. Elle le fait sans faire venir le président lui-même, donc il s'est prononcé par la bouche du président sénégalais, par une lettre dont on ne connaît pas encore la teneur, sur une télévision française qui interroge. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu questionnables. On se demande si c'est une avancée, un recul. Il y a 10 ans, le président français était lui venu, donc il y avait des ambiguïtés dans le discours, mais en tout cas, ça n'avait pas forcément le même geste. Et puis le discours du ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il est aussi empreint de choses qui sont un peu plus discutables. Voilà, il reconnaît le mot, il reconnaît le massacre, mais bon, il y a plusieurs passages qui sont un peu alambiqués. Bon, moi, ce que je retiens, c'est plutôt que le président Bassirou Diomaye Faye a fait pour moi un grand discours mémoriel, et voilà, je pense que c'est important. On va voir si dans les années qui viennent, ce serait quelque chose d'important aussi, que Thiaroye finalement que ce 1er décembre, cette commémoration, soit un passage obligé dans les années à venir pour les présidents africains, pour les premiers ministres et présidents français. On a toujours cette image du 11 novembre, du 8 mai 45, où les présidents africains viennent en France et commémorent les tirailleurs. Ce serait bien de penser aussi l'inverse, et que le massacre de Thiaroye soit aujourd'hui un enjeu de politique internationale pour la France. Et j'ai envie de dire de manière la plus sincère possible, et non pas un peu peut-être vite fait, là, comme ça donne l'impression que ça a été fait. Anne Cousin, il y a aussi dans les projets de l'État du Sénégal pour ce sujet du massacre de Thiaroye, un livre blanc que le comité d'organisation porterait, et qui serait publié début avril 2025. Qu'est-ce que ça peut apporter, et comment pensez-vous que ce livre blanc doit être constitué, avec quels éléments, pour qu'on puisse avancer? Alors là, je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas vu ni lu. Donc, oui, pourquoi pas, bien sûr. C'est une manière d'écrire, de concentrer. Je pense que pour moi, ce 80e anniversaire, je pense que ça représente quelque chose de fort important. Oui, au niveau de la mémoire, en fait, de la rencontre. Donc, bien sûr, à voir. Martin, sur le livre blanc? Alors, sur le livre blanc, donc moi j'ai l'honneur d'y participer. C'est vrai qu'on est aussi dans un décalage entre un temps politique, un temps scientifique. Au début, on espérait produire les chapitres avant le 1er décembre. Finalement, ça a été repoussé. Bon, je pense que voilà, et puis la recherche n'est jamais finie. Donc moi, ce que je retiens, c'est plutôt qu'il y a un processus qui soit enclenché, qu'on avance le plus loin possible sur la manifestation de cette vérité. C'est, je pense, dans la longue histoire des représentations au Sénégal du massacre de Thiaroye, c'est peut-être la première fois qu'il y a une commande comme ça de l'État sur Thiaroye. C'est pas la première fois qu'il y a un lien entre politique et historien. Voilà, on pourrait citer plein d'exemples. Mais non, moi, là, pour le coup, je plaide pour ma paroisse de laisser les historiens travailler en paix. Et puis, bon, après, le politique s'en empare. Et tant mieux, il est dans son rôle. Mais, Florian? Justement, pour faire suite à cette volonté aussi de prendre le temps long de la recherche, l'une des mesures fortes qui a été annoncée par le président Diomaye Faye lors de son discours, ça a été la mise en place d'un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce type de structure endossée par l'État qui, on peut l'imaginer, accueillerait des chercheurs évidemment sénégalais, africains et du monde entier? Je pense que pour l'instant, les contours de ce centre n'ont pas forcément été bien délimités, mais il y a, je pense, déjà un enjeu qui était soulevé par les populations tiaroyoises, c'était celle de faire selon l'expression de Thiaroye, l'équivalent de Gorée pour l'esclavage. Donc ce centre de documentation peut être aussi un vecteur économique, social. On peut imaginer
peut imaginer un accueil pour les jeunes, par exemple, de Tiaroy, ou différents dispositifs sociaux qui seraient à l'intérieur du centre. Tout est envisageable. Un centre de recherche, ça me semble important, effectivement. Il y a l'histoire des tirailleurs, elle est écrite dans différents endroits du monde, avec des historiographies qui se rencontrent assez peu, en fait. On a les Américains qui écrivent ça, qui parfois écrivent sans chercher à traduire en français, donc c'est aussi dans le champ universitaire américain. On a les Français qui écrivent et puis qui ont leurs enjeux parfois franco-français. On a les Allemands qui écrivent aussi, qui écrivent en allemand, donc personne ne les lit. On a évidemment les Africains qui écrivent. On sait bien que les tirailleurs sénégalais sont tout sauf sénégalais. Je m'excuse de dire ça sur Radio UCAD, mais enfin, on sait qu'il y a une majorité, tout sauf sénégalais. Il y a plus d'autres nationalités. Voilà, j'exagère. Je pousse un peu le trait, mais on a beaucoup de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens, etc. Enfin, surtout toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, un lieu de rencontre pérenne, ça me semble quelque chose d'extrêmement stimulant, qu'il y ait des séminaires, que ce soit un centre qui soit dirigé exclusivement par un chercheur sénégalais ou africain, avec une thématique de programme à 2 ans, à 3 ans. Je pense que ce lien entre politique et scientifique, de fait, les chercheurs sont des fonctionnaires, ils sont aussi payés par le politique. Donc, si des moyens sont mis à disposition de ces chercheurs, c'est une chose dont je ne peux que me féliciter. UCAD FM 94.7, nous recevons dans le cadre de la réflexion sur Tiaroy 44, les commémorations du 80e anniversaire, Anne Cousin, 2 historiens, Anne Cousin et Martin Moore. Mais sur cette question de la suite, la recherche de la vérité, les décisions, les annonces politiques et les engagements des scientifiques, il y a en France une volonté de créer une commission d'enquête parlementaire sur la question. Quels commentaires on peut faire de la part de l'historienne que vous êtes, Martin, Anne Cousin, sur la commission d'enquête parlementaire qui chercherait à aller plus loin dans la recherche d'archives, de faits sur Tiaroy 44? Alors, je dirais que sur Tiaroy 44, une des spécificités de cet événement, c'est d'abord qu'il a été construit par une mémoire, par une mémoire africaine, par une mémoire en particulier au Sénégal, alors un petit peu dans d'autres pays, on pourrait y revenir, mais particulièrement au Sénégal, dès quasiment les jours, même s'il y a des débats autour du poème de Senghor, mais Senghor signe un poème qui date de décembre 1944. Certains disent qu'il l'a antidaté, qu'il aurait été écrit un peu plus tard. Mais en tout cas, la classe politique sénégalaise s'est emparée très tôt de cet événement. La classe politique africaine, dès le printemps 1945, a fait du combat pour la libération des condamnés un des enjeux politiques majeurs de l'immédiat après-guerre. Lamine Gueye réclamait une commission d'enquête à ce moment-là. Lamine Gueye, député français à la première constituante, interpelle le ministre des colonies. Et on a des débats au niveau de l'Assemblée nationale en 1945-1946 autour de la nécessité de mener, que le politique s'empare de cette histoire. Tiaroy a été construit par cette mémoire culturelle, beaucoup, au Sénégal, à l'inverse de la France, où il y a eu une chape de plomb, je pense que le terme n'est pas exagéré, orchestré, voulu. On rappelle que le film d'Ousmane Sembène n'a pas été projeté pendant 10 ans. Alors, ça c'est pareil, ce serait des choses intéressantes de voir si on a des documents qui expriment un peu une censure ou pas. Je pense qu'on n'a pas pu travailler plus précisément dessus. Mais on a une espèce de construction d'un non-lieu de mémoire, de quelque chose qui résonne par le vide et qui, par ailleurs, et je pense que ce n'est pas étranger, la situation politique telle qu'elle est en France. On a eu depuis quelques semaines, effectivement, beaucoup de choses qui se sont passées au niveau associatif, d'abord, avec des acteurs de la société civile qui se sont emparés de cette histoire. On peut nommer franco-sénégalais, par ailleurs.
Voilà, il faut nommer Aïssata Seck, Karfa Diallo, qui ont porté aussi ce combat-là et qui ont réussi à faire advenir qu'une commission d'enquête soit mise en place. Donc il y a eu tout un parcours. Là, je ne connais pas encore les contours de cette commission d'enquête. Ces contours visent à délimiter pourquoi on n'en a pas parlé, pourquoi on a eu autant de mal à en parler en France. Ça vise à délimiter aussi s'il y a eu des processus de maquiller moins les faits que l'accès aux archives. Ça, c'est une des questions centrales que devra traiter cette commission, ce qui revient à cette question dont on parlait tout à l'heure, de savoir s'il y a des archives cachées. Donc là, les membres de cette commission pourront répondre à ça et pourront y répondre notamment parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir auditionner qui ils veulent et les répondants devront parler de manière assermentée, enfin dans un cadre juridique défini, et donc devront répondre réellement, si on peut dire, de ce qu'ils savent et de comment ça s'est passé. Il me semble que ça c'est pour Tiaroy. Il me semble qu'il y a aussi une question qui est posée pour l'instant, telle que j'ai pu le voir dans l'objet de cette commission, c'est celle des réparations, évidemment. Ouais. Réparations qui sont d'ordre multiple, qui sont si on en reste à Tiaroy, on a évidemment des questions sur des réparations financières. Je pense qu'on ne peut pas ne pas poser cette question, même si c'est évidemment une question qui gêne. On ne sait pas comment la traiter. Il y a une question de dignité. Est-ce qu'une vie peut être à un moment compensée par un montant ? Le seul, il y a un descendant qui s'appelle Biram Senghor, le fils de Mbab Senghor, qui est connu, qui habite dans la région de Fatick, et qui se bat depuis au moins 30 ou 40 ans pour savoir ce qu'il est advenu à son père. Donc son père a obtenu la mention mort pour la France. Je ne sais pas si on peut pas parler de ça, mais en tout cas ça a été un premier geste très ambigu, mais qui a eu lieu et qui donne une possibilité de réparation financière, d'octroi d'une pension à Biram Senghor. Il y a la question du procès en réparation. Ça, c'est des choses qui avaient été soulevées. Donc, c'est une réouverture d'un procès, qui est des choses qui n'arrivent jamais, peu ou qui n'arrivent quasiment jamais. Donc, a priori, la dernière fois que c'est arrivé, c'est l'affaire Dreyfus à la toute fin en 1900, il me semble, ou alors toute fin du 19e. J'ai un doute sur l'année. Mais c'est évidemment une question de dignité, d'honneur pour les 34 qui ont été condamnés, libérés 1 an, 2 ans après leur incarcération, mais dont la condamnation reste toujours inscrite à leur casier. Et on a reçu ici Yves Abibou, fils d'un des condamnés. Son père a été condamné à 10 ans, il n'a fait que 2 ans, mais il a été condamné sur les, 34 qui étaient dans ce procès-là. C'est ça. Antoine Abibou a été un des plus lourdement condamnés. Ils sont 6 sur 34 à avoir écopé de 10 ans de prison. Antoine Abibou, le tirailleur Antoine Abibou a par ailleurs un destin quand même assez extraordinaire. Donc il est né au Togo. Je reviens pas si vous en avez parlé, mais c'est quelqu'un dont la justice française a refusé de réouvrir le dossier en 2015, il me semble, et avec des arguments assez farfelus, notamment un des arguments qui avait été employé, c'est que c'était à la justice sénégalaise, qui n'existait pas en 1944, donc de s'emparer de cette affaire. Je dirais il y a un dernier volet qui ouvre un peu cette question et qui dépasse Tiaroy, c'est celle de la colonisation, c'est celle des réparations de la colonisation. C'est des choses qui ont été posées, à partir de 1998, au moment du vote de la loi Taubira, dont on rappelait aussi récemment que si elle a été votée en France, la diplomatie sénégalaise avait été aussi très active sur cette question. Il y avait eu toute une polémique sur la place de Gorée en 1996, un colloque, etc. Et cette diplomatie sénégalaise avait été active pour le vote de la reconnaissance
de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, sauf que était posée à l'époque la question des réparations qui ont disparu de la version définitive de la loi. Hein. Le président Emmanuel Macron, en campagne électorale en 2016, rappelait que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'est une expression qu'il n'a plus jamais employée depuis. Je pense que cette question est aujourd'hui posée. Tiaroy est un des crimes les plus odieux, sauvages, d'une violence inouïe contre les peuples africains. Pas en termes du nombre de morts, mais en termes de violence symbolique, en termes de violence concrète, d'exécuter des gens à l'automitrailleuse. Nécessairement, ces questions de réparation, de quelques ordres que ce soit des questions éducatives, des questions de transmission, des questions symboliques, des questions pécuniaires, évidemment, sont des choses qui se posent. Je ne sais pas si ça excède probablement le mandat de cette commission d'enquête parlementaire. Je ne sais pas si c'est encore à l'agenda ça pourrait être des choses qui seraient évoquées dans le cadre d'un centre de recherche et de documentation, que des questions comme ça soient posées depuis le Sénégal. Voilà, je pense que ces enjeux sont aujourd'hui à l'ordre du jour et personnellement je trouve que c'est nécessaire. Un cousin pour la suite, on parle, et Martin Moore l'évoque, c'est la question de la décolonisation, des rapports entre les pays, parce qu'il y a des contentieux qui plombent encore les choses et ces relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que d'abord ce travail qui est fait depuis ces activités, 80e anniversaire, ces activités, ces programmes, est-ce que tout ce qui va suivre maintenant, qui est annoncé, dont on attend la mise en œuvre, ces choses-là peuvent aider à d'abord accéder à une certaine vérité, à un apaisement dans les relations entre la France et ses ex-colonies, parce que c'est le symbole d'une décolonisation inachevée. Oui, bien sûr, ça peut aider. Et, je trouve que le travail des historiens dans les années à venir va être très important, en espérant qu'il y aura effectivement beaucoup de choses qui vont être lisibles, visibles. Et puis, de plus petit niveau, c'est continuer à être en lien, continuer à échanger. Mais je voudrais revenir sur un point qui, à mon avis, est peut-être anecdotique, mais qui quand même est symbolique. Lors de notre rencontre avec les représentants du groupe Tiaroy 44, c'est quelque chose que nous avons appris à Morlaix, c'est qu'il y avait apparemment une espèce d'omerta à Tiaroy et plus au Sénégal sur des lieux de mémoire. C'est-à-dire que quelqu'un nous disait, mais à Tiaroy, il n'y a pas une rue en hommage aux tirailleurs sénégalais, il n'y a pas un monument. Alors ça, peut-être, ça va être envisagé, puisque le président Faye l'a évoqué. Et il disait, mais que même quelquefois, quand il y avait au lycée des jeunes qui trouvaient dans les jardins des casques, des boutons, des tas d'objets qui ont appartenu à des militaires, c'était surtout, oh là là, non, tu gardes ça pour toi, tu le montres pas, tu prends des risques. Alors là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Et alors, il nous disait, mais c'est incroyable, parce qu'on vient ici en France, vous, ici à Morlaix, vous avez établi une plaque en hommage aux tirailleurs sénégalais en 2017. À Trévé, il y a une stèle qui est magnifique, qui a été érigée le 11 novembre 2011. À Paris, maintenant, il y a une place des tirailleurs sénégalais, etc. Donc, il y a quand même quelques lieux en France qui rendent hommage aux tirailleurs sénégalais. Donc, effectivement, on ne peut que espérer qu'à Tiaroy et à Dakar et ailleurs, et dans les pays aussi de l'Ouest africain où tout cela a été vécu, ce soit quelque chose qui existe, qui se crée. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut espérer, puisque dans son discours, le président Faye justement évoqué le travail avec 16
d'autres pays africains, et que ça ne serait pas circonscrit à une relation Sénégal-France, mais que tous les autres pays dont les ressortissants étaient parmi les tirailleurs étaient sur la liste des tirailleurs et seront concernés par cette question. Florian? Non, peut-être un dernier mot sur sans doute l'un des aspects qui rejoint les interventions de ces dernières minutes, c'est la question de la mémoire, certes, mais de la transmission, que ce soit dans l'espace public, que ce soit par l'éducation, par des centres de recherche. Peut-être un dernier mot sur non seulement les suites politiques, mais les suites pédagogiques, à la fois au Sénégal, en France. Je pense que la mémoire est évidemment quelque chose de très politique, dans le sens, alors c'est toujours le risque, hein. Le risque, c'est que la mémoire soit instrumentalisée, et ça, c'est des choses qu'on connaît dans beaucoup de pays, hein, et dont on a un petit peu discuté, mais la mémoire, elle est aussi politique dans un autre sens, hein. La mémoire, elle n'est pas la mémoire collective, la mémoire d'un groupe, la mémoire de ses aïeux, etc. C'est pas seulement un objet de recueillement, hein. C'est pas seulement de comprendre le passé pour ce qu'il a été, c'est surtout, avant tout, de le comprendre dans un temps présent, hein. La question des violences, la question des massacres, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. La question de l'impunité, hein, de pouvoir massacrer comme ça, à la vue et au su de tous, hein, avec des dimensions aujourd'hui. Si Tiaroy hier était dans un espace clos pendant un temps déterminé, aujourd'hui on a des massacres à ciel ouvert qu'on voit sur les réseaux sociaux de manière, tous les jours on est inondé d'images plus horribles les unes que les autres, et je pense que comprendre un petit peu je pense que la question de la colonialité du massacre, hein, c'est quelque chose, encore une fois, d'important, hein. Qu'est-ce qui autorise des gens à en massacrer d'autres, et puis d'avoir un sentiment d'impunité. Donc cette mémoire, elle est aussi politique, et dans la question du sens qu'on met dans des événements passés pour comprendre le moment présent, pour s'engager, pour militer d'une manière ou d'une autre, pour prendre conscience. Je pense que c'est des choses qu'on doit avoir en tête encore aujourd'hui. Avec quel sentiment vous repartez aujourd'hui après ça? Le sentiment tout à fait positif, avec de l'espoir, et avec le sentiment d'avoir vécu là depuis le 1er novembre jusqu'à encore la fin de la semaine quelque chose de tout à fait exceptionnel. Merci de nous avoir honorés de votre présence ici, et on donne rendez-vous aux auditeurs une autre fois. Merci. Merci Monsieur Sissoko. Merci beaucoup à vous. Merci.